Yorana, je m'appelle Hirichi Kriner. On peut dire que je suis la meilleure amie de Tonton Ted. J'ai grandi avec Tonton Ted, puisque quand il m'a connue, j'avais seulement 3 ans. J'ai accepté aujourd'hui de faire cette interview pour sensibiliser vraiment les personnes au danger de la drogue dure, notamment le ice. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'une personne pouvait rester malade à cause de cette drogue toute sa vie. Je suis là aujourd'hui pour partager mon témoignage de ce que j'ai vécu avec Tonton Ted lorsqu'il a perdu la tête en 2020. Alors, il faut savoir que Tonton Ted s'était confié à moi en fin 2019 lorsque je faisais mes études à Paris pour me dire qu'il avait touché au ice et que c'était très difficile pour lui de s'en défaire et du coup d'arrêter. Je me souviens lui avoir dit de faire attention parce que cette drogue, c'est quand même une drogue dure et je sais qu'il y a quand même des conséquences. Et du coup, je lui ai dit de faire attention à lui et d'essayer d'arrêter quand même parce que c'est pas bon d'avoir ça dans son métabolisme. Tui o, peria, deni tetuanui. E papa o, no te. Me te mana e promo ona ia au e mahu ona, ato e maru no te ria. Wa riri ro ia. Mo te hiti piti tautini e piti ahuru. Promo ona ia au e, te harera ona e uheine, whae tāna tāna. Te ria teime, wa haru o ia. Wa haru o ia na wa riri o ia. Moria, ture me ne ona, e waro me ona I tara amura amarai. Taura ini hei au. Topa aturu o iraro. Waro me ona hoa moina uoina. O tairi ni tupo. Ai tara I tano me pahere no. Ai tara. Haru haunga nei tipiri. Tēra teime, tahoa I au e pepe hoa oi oa. Tō ia au e ra, au e. Oro moina o rere tawa. Ani o rere tawa I tāriri o te. Ko hu oro whai o te ipu a te ea. Maona au ki rea teime. E pati e hoa ona I tera mohinya ni pe pararia. E pati e hoa ona ki rea mohinya ni hei aua. Tiro topa I tia ea. Karai. Dori a nāruru I te atua ngora mai a. I e tu I tera ae. Wa rawe ona. Wa pupui ona I tera rau taro aia. Teri e. La relation de Tonton Ted et de son copain de Wahine n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, Tonton Ted devenait de plus en plus agressif et violent avec lui. Et du coup, ils ont rompu quand ils étaient en Thaïlande parce que Tonton Ted a fait un voyage avec cette personne et un groupe d'amis à lui. Et d'ailleurs, il s'est même retrouvé seul dans une rue en Thaïlande parce que après avoir mangé, Tonton Ted voulait se faire un tatouage et quand il est revenu au restaurant, tout le monde était parti. Et du coup, j'ai aidé Tonton Ted par communication parce que j'étais toujours en France à ce moment-là à retrouver son chemin avec des applications. Lorsqu'il est rentré en fait à l'hôtel, il a remarqué que son copain était parti avec toutes ses affaires et du coup Tonton Ted a pris l'avion le lendemain pour rentrer à Tahiti, mais il devait faire un détour en Nouvelle-Zélande parce que c'était en pleine période Covid, donc il devait se mettre en quarantaine avant de rentrer sur son île. Après sa quarantaine en Nouvelle-Zélande, du coup il est revenu à Tahiti et il a dû être en quarantaine encore un mois. Après sa quarantaine, lorsqu'il est sorti, il s'est pris une maison à louer. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à délirer sur les réseaux sociaux dans sa maison à louer seul. Et du coup, il a commencé à mettre des posts sur Facebook, méchants, choquants. Et nous, en fait, on a été choqués. Donc, on ne savait pas trop comment le prendre, comment réagir. On avait beau appeler Tonton Ted, il était sur la défensive, ça ne servait à rien en fait de parler avec lui. Bonjour, moi c'est Heiva, la grande sœur de Ted. Un des posts sur Facebook
qui m'a le plus choquée et blessée, il y en avait plein. Je vais citer un post. C'est lorsque Ted m'a accusé de vendre des bébés et des enfants à des pédophiles. Donc, de mon côté, je comprenais rien. J'étais tellement blessée et je comprenais vraiment rien. J'ai essayé d'appeler ma maman, d'appeler des personnes proches de Ted. J'ai même essayé d'appeler Ted, mais c'était pas possible de discuter avec lui. Je voyais qu'il y avait un problème. Et ça a été très, très, très difficile. Un soir, je reçois l'appel de tonton Ted. Je suis toujours en France et il est revenu à Tahiti. Du coup, il est dans sa maison à louer et il m'appelle pour me dire qu'en fait, il est le fils d'un millionnaire, qu'il dirige le monde, qu'il faut que je fasse attention à moi parce qu'on m'observe, on va me kidnapper. Et en fait, moi, j'étais toute seule dans mon appart à ce moment. Et je voulais pas me dire. J'ai senti en fait que tonton Ted, il y avait quelque chose, mais je me suis un peu voilé la face en me disant mais non, il y a pas grand chose. Au final, si. Et du coup, ben, je l'ai cru. Donc, j'ai commencé à m'enfermer dans l'appart. Ben, en fait, j'avais confiance en tonton Ted, donc pour moi, s'il dit ça, c'est que ça va arriver. Au final, non, on n'est pas venu me kidnapper. Donc, du coup, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas avec tonton Ted. Et après, j'ai vu le lendemain les posts Facebook qu'il avait fait. Le deuxième post qui m'a mise hors de moi, c'est lorsque Ted parlait de mes enfants. C'était tellement violent ses propos sur mes enfants que je me suis dit en tant que maman, non, stop, ça suffit, il va trop loin dans ses posts. Donc j'ai dû là réagir parce que le premier post que je parlais au début, je me suis dit, allez, il délire. Le deuxième post, non, ça suffit. Il est allé trop loin. Donc, j'ai dû faire des choses pour qu'il arrête toutes ces méchancetés qu'il mettait sur Facebook. Alors, le post qui m'a vraiment marqué à l'époque, bon, il y en a eu plein, mais celui qui m'a quand même frappé, c'est un post où tonton Ted souhaitait notre mort, notre kidnapping, notre viol carrément. Ça m'avait un peu... ça m'avait carrément choquée. Donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'appeler. Et j'étais toujours en France. Et pour lui demander des explications et puis surtout supprimer ses posts. Et en fait, il m'a pas du tout écouté. Et il était dans son délire. Et en fait, on pouvait pas parler avec lui. Et il commençait à devenir agressif envers moi alors qu'il n'a jamais été méchant avec moi. Mais jamais, hein. Donc là, je me suis dit, ça sert à rien de discuter avec lui parce qu'en fait, c'est pas lui. J'ai pas reconnu tonton Ted. Pour moi, je me suis dit, je pense qu'il était sous l'influence de la drogue. Enfin, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais au final, c'était plus grave encore. Ça l'avait atteint psychologiquement. Un jour, la propriétaire de la maison que Ted louait m'a appelée pour me demander de faire quelque chose pour Ted parce qu'elle voyait que Ted n'allait pas bien, qu'il délirait, qu'il s'en prenait à elle, qu'elle recevait des menaces de mort et elle n'en pouvait plus. Donc elle m'a dit de le récupérer et de faire quelque chose. Moi, en sachant tous les posts qu'il avait mis sur Facebook, les méchancetés, c'était tellement violent que j'arrivais même pas à cet instant-là à le pardonner et à digérer. Et je me suis dit, non, je le laisse comme ça. Et parce que aussi, je ne savais pas comment faire pour l'aider.
qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'aider à sortir de là. Donc, j'ai dû appeler ma maman. Ma maman a appelé son docteur traitant qui est à Bora et elle nous a mis en relation. Et donc ça a mis peut-être un jour. Le docteur m'a appelé pour me dire qu'il allait préparer un courrier pour amener Ted à l'hôpital. Donc c'est ce qui a été fait. Difficilement, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dû réfléchir de comment je vais faire pour débarquer chez lui. Et donc j'ai décidé d'aller voir la brigade municipale de Fa'a, parce qu'il habite à Fa'a, pour demander leur aide et aussi de remettre le courrier du docteur. C'est ce qui s'est passé. La brigade m'a suivi. On est allé chez Ted. J'ai demandé à un des policiers s'il pouvait appeler Ted. C'est ce qu'il a fait. Ted est sorti et là j'ai vu Ted méconnaissable. C'est pas le Ted que je connaissais avant. Il était fatigué, il avait maigri et j'ai fondu en larmes. Et donc j'ai pris la main de Ted et je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, je suis là pour t'aider, je suis venue te chercher, tu vas me suivre, on va aller à l'hôpital. Il m'a dit, c'est vrai? Oui. Va te préparer, je t'emmène tout de suite. Il allait se préparer. Et donc j'ai demandé à la brigade municipale s'il pouvait me suivre, m'accompagner. Et je pense que c'était le responsable, il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'accompagner jusqu'à l'hôpital. C'était mon devoir de prendre mon petit frère et de l'amener. Bon, ça va, parce qu'à ce moment-là, j'ai vu que Ted était d'accord, il a accepté. Donc j'avais plus peur. J'ai demandé à sa propriétaire de m'accompagner. Elle a fait et toutes les deux, on a dû déposer Ted aux urgences. Il a dû voir des médecins, un psychiatre. Et à ce moment-là, on l'a interné. Donc, je peux vous dire que j'étais un peu soulagée, j'étais un peu en colère, mais en voyant mon petit frère changer, maigri et dans un état mais vraiment pas possible, j'ai pleuré et je me suis dit, c'est pour son bien que je fais ça. Donc bonjour, je suis une amie de Ted depuis plusieurs années. J'ai rencontré Ted avant qu'il tombe dans l'ICE. Donc là, actuellement, les médecins lui ont diagnostiqué une bipolarité et un peu de schizophrénie. Donc la bipolarité, c'est donc des humeurs en dents de scie, avec des moments de gaieté, d'euphorie un peu excessive, et des moments de grande tristesse et de dépression. Par contre, la schizophrénie, c'est des moments de délire où il perd un peu contact avec la réalité. Donc, j'ai rencontré Ted alors qu'il allait très bien, et là, en 2020, ça a été la descente aux enfers. Alors, moi, c'est Ted. Je voulais juste vous raconter mon parcours. Voilà, comme vous le savez déjà, je suis tombé dans l'ICE en 2019, puis en 2020 j'ai déliré sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a vraiment été le plus difficile pour moi, c'est mon retour à Bora Bora après mon internement en psychiatrie. Je suis revenu vivre chez mes parents car j'étais malade, et donc
ce qui me faisait le plus peur et qui m'effrayait le plus, c'était le regard des gens, car mon bad buzz sur Facebook avait fait le tour de l'île de Bora Bora. Donc tout le monde était au courant voilà, de ce que j'avais écrit, de ce que j'avais fait. Et donc j'avais vraiment peur et c'est arrivé, oui, bien sûr, que lorsque je sortais parfois pour aller par exemple voir le médecin ou le psychiatre au dispensaire, que je croise des personnes qui me regardent mal ou méchamment ou bien qui refusent de me dire bonjour, des personnes que je connais par exemple. Et donc c'est ça qui a vraiment été le plus difficile euh, à supporter pour moi. Alors, moi, je m'appelle Charline, je suis infirmière depuis 10 ans maintenant, cette année. Et là, ça fait maintenant 2 ans que je suis infirmière libérale sur Bora. Voilà, je fais des remplacements en tant qu'infirmière libérale, donc je commence à connaître un petit peu Bora et les problèmes qu'il y a ici un petit peu en Polynésie. Là, je voulais parler un petit peu de la ice et des effets dévastateurs que la ice peut avoir sur les personnes qui en consomment. Alors la première chose à savoir déjà, c'est que la ice, c'est de la méthamphétamine. En fait, ici on l'appelle ice, elle a plusieurs noms, mais la molécule en elle-même, c'est la méthamphétamine. Et voilà, pour avoir un petit peu des chiffres, on sait qu'en Polynésie, on a à peu près 10 000 personnes qui sont quand même concernées par ces problèmes de consommation de méthamphétamine. Et donc 10 000 personnes, c'est pas rien à l'échelle de la Polynésie, hein, ça correspond quasiment à presque la totalité de la population de Bora, en fin de compte, hein. Donc voilà, il est important de rappeler que la méthamphétamine, en fin de compte, c'est une drogue qui rend assez rapidement dépendant et qui est complètement illicite, hein. Voilà, c'est soumis au code pénal et on risque un emprisonnement si jamais on la consomme ou on la produit. Donc voilà, on sait que la ice circule sur le territoire polynésien. On sait que ça vient principalement au niveau des États-Unis. Et voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que ça fait au niveau du corps, comment les personnes agissent quand ils en consomment. Donc il y a plusieurs choses à savoir. On a des effets surtout au niveau psychique, mais au niveau physique également. Physiquement, en fait, il faut savoir que la ice, c'est un puissant stimulateur du système nerveux central, donc en fin de compte du cerveau. Et comme c'est un puissant stimulateur, ça va engendrer des effets liés à ça. Donc, par exemple, au niveau psychique, on va avoir des personnes qui sont toujours très réveillées quand elles en consomment, qui ont cette sensation de bien-être. Ça, c'est lié à la dopamine qui est engendrée et qui est provoquée par la méthamphétamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Ça active le système de récompense dans le cerveau et c'est pour ça qu'on devient assez rapidement addict et qu'on a toujours besoin d'en consommer de plus en plus. Donc voilà. Psychiquement, les gens qui en consomment, ils ont tendance à avoir le cerveau qui tourne assez rapidement, ils réfléchissent vite, ils se sentent plutôt bien, ils ont moins besoin de dormir, voilà, ils sont assez éveillés. Et au niveau physique, la consommation d'ice, elle a également des répercussions. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un puissant stimulant. Et donc, dans ce sens-là, on va avoir notamment une augmentation du rythme cardiaque, on va avoir une augmentation de la température corporelle. Les gens qui en consomment vont respirer aussi beaucoup plus vite. Voilà, une augmentation de la tension artérielle également. Et quand la consommation devient répétée ou excessive, on va avoir des symptômes qui sont quand même beaucoup moins sympas, comme des insomnies. Déjà, ça va empêcher les gens de dormir. Ça peut également induire de la paranoïa chez certaines personnes qui en consomment beaucoup. On peut aussi avoir des hallucinations, voilà, visuelles ou auditives. Donc on voit que ce n'est quand même pas sans conséquence de consommer ou d'ingérer ou de fumer de la ice. Et donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'au niveau physique et mental, il y a quand même des répercussions, sans parler du plan financier, parce que c'est quand même pas donné de consommer et de s'acheter de la ice. Donc tout ça conduit au fait qu'au final, c'est quand même assez compliqué, au bout du compte, d'avoir une vie, de mener une vie correcte, hein, sur le plan du travail, de sa vie personnelle, quand on est un consommateur d'ice, en fin de compte. Et puis, dans des cas peut-être un peu plus rares, mais ça peut arriver, en fait, on peut carrément voir l'apparition de maladies psychiatriques, hein, telles que la schizophrénie avec la consommation d'ice. Alors, c'est pas tant
Le fait de consommer de la drogue qui va engendrer la schizophrénie, mais c'est plutôt cette consommation qui va plutôt être un facteur déclencheur chez des personnes qui sont déjà prédisposées à avoir des maladies psychiatriques. Donc c'est pourquoi ça reste quand même. Il faut quand même souligner que ça reste dangereux et c'est pas illégal pour rien de prendre de la ice parce que ça a quand même beaucoup de conséquences. Voilà, donc je pense qu'il est important aujourd'hui de quand même sensibiliser les jeunes et faire passer des messages de prévention en leur disant tout simplement que c'est quand même mieux de ne jamais commencer à consommer n'importe quelle drogue, hein, que ce soit de la ice ou même du cannabis. Voilà, on sait que ça engendre des choses qui sont pas vraiment sympas ni pour la tête, ni pour le physique. Donc voilà, le message à faire passer, c'est surtout de ne jamais commencer en fait. Donc par rapport à sa maladie, il a posté des publications sur Facebook, donc il était en plein délire. Il a écrit des choses horribles. En fait, Teddy, pendant son adolescence et à l'âge adulte, il a été choqué par certains films. Et pendant ses phases de délire, il a reporté ça sur sa famille et ses amis. Du coup, beaucoup de membres de sa famille lui ont tourné le dos, beaucoup d'amis également. Donc maintenant, il se retrouve un peu seul. Donc, je voulais dire que c'est vraiment dommage parce que il n'est pas conscient de ce qu'il dit, il ne le pense pas, et c'est pendant ses phases de délire. Et voilà, je voulais dire qu'il fallait être indulgent, même s'il a écrit des choses horribles. Il fallait être indulgent avec lui parce qu'il pense pas de ce qu'il écrit. Et voilà, il a besoin du soutien de sa famille pour aller mieux, du soutien de ses amis pour pouvoir sortir un peu de sa maison parce qu'il reste beaucoup chez lui. Donc il a besoin d'être entouré et parce qu'il est très très seul en ce moment. En juillet 2022, j'ai rechuté car j'avais arrêté de prendre mes médicaments et heureusement que qu'un de mes frères était là pour me raisonner et me convaincre de retourner sur Tahiti en psychiatrie pour me faire soigner. Et lorsque j'ai rechuté, j'ai encore écrit sur Facebook, écrit des choses méchantes, des choses violentes. Et voilà, donc je suis resté un mois en psychiatrie et ensuite je suis revenu sur Bora. Après son internement en 2020, Tonton Ted est sorti de l'hôpital avec des médicaments à prendre à vie. Le but de ces médicaments, c'est de réguler l'humeur. Tonton Ted les a pris pendant 2 ans. Sauf que du jour au lendemain, il a décidé de les arrêter parce que les effets secondaires de ce médicament, c'est la prise de poids. Et il est passé de 80 kilos à 100 kilos en 2 ans. Donc, il ne se sentait plus bien dans son corps et a tout simplement décidé d'arrêter ses médicaments. En juillet 2024, j'ai encore rechuté car j'avais encore arrêté de prendre mes médicaments et heureusement qu'une de mes amies, Vahineari, était là et a fait ce qu'il fallait faire pour me ramener à Tahiti en psychiatrie car mes parents qui sont âgés ne pouvaient rien faire et donc je souhaite remercier cet ami qui a été là pour m'aider. Je souhaite également remercier mon frère qui m'a convaincu, qui a réussi à me convaincre en 2022 de retourner en psychiatrie me faire soigner lorsque j'ai rechuté. Et ma sœur Heiva est venue qui m'a aidé en 2020 lorsque j'ai déliré sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis la voisine de Ted et de ses parents. J'ai rencontré Ted début 2024. À ce moment-là, il était normal, il prenait ses médicaments et il recommençait à sortir après plusieurs années à être resté enfermé chez lui. Et je voyais que ça lui faisait du bien de sortir et de voir du monde de nouveau. À la maison, on a beaucoup discuté aussi
et il m'a fait confiance pour me raconter son histoire et les problèmes qu'il a eus avec l'ICE. Et je le trouve très courageux de se battre pour s'en sortir maintenant et de reprendre sa vie en main. En juillet 2024, malheureusement, Ted a arrêté de prendre ses médicaments à cause des effets secondaires et il a rechuté dans un épisode de délire. Donc à ce moment-là, voilà, son cerveau mélangeait l'imaginaire et le réel. Il était dans son monde et voilà, tout ce qu'il écrivait était inventé. Et c'était à cause de l'absence de médicaments, l'absence de traitement. Et pendant cette période-là, il a continué à me parler. Et malgré ses délires, il a toujours été très respectueux, très poli, gentil. Il n'a pas du tout été agressif avec moi, pas du tout violent. Et j'ai trouvé que ça montrait qu'il avait un bon fond et un bon cœur. Une fois qu'il a repris ses médicaments et qu'il allait mieux et qu'il a repris ses esprits, il a décidé de se battre, continuer à se battre et remonter la pente. Et heureusement qu'il a des amis proches et qu'il a aussi ses parents qui malgré tout sont à ses côtés, qui sont présents et qui le soutiennent. Et je vois très bien, voilà, tous les jours qu'il a besoin de ce soutien, il a besoin de ces discussions avec ses amis. Et je pense que c'est grâce à ce soutien qu'il arrivera voilà, à reprendre une vie normale et à guérir. Ted était un gentil garçon. Il aimait tout le monde, il aimait sa famille, il aimait ses neveux, ses nièces. Il était passionné de vidéos, il aimait bien s'amuser à prendre des photos de tout le monde, de ses neveux et de ses nièces. Et il s'amusait à faire des montages, c'était sa passion. Il avait beaucoup d'amis et donc un jour, il est venu s'installer à Tahiti avec moi pour continuer ses études au lycée Taoné. Il était heureux, il vivait comme tous les adolescents, une vie normale. Et un jour, après ses études, il m'a dit qu'il allait rentrer à Bora. Donc j'étais un peu triste, mes enfants aussi, parce que c'était leur tante en tête. Et je l'ai laissé rentrer à Bora. Alors, au début, pendant les 4 années où je me suis renfermé, c'est-à-dire de 2020 à 2024, où je ne sortais quasiment plus de la maison car j'avais peur du regard des gens. J'ai complètement arrêté de travailler. Voilà, je suis resté à la maison avec mes parents. Et ça, c'était au début. Maintenant, depuis cette année 2024, je me sens beaucoup mieux. En fait, le problème, c'est qu'avant, je n'acceptais pas ma maladie. Je n'acceptais pas d'être malade, d'avoir cette maladie mentale, d'être considéré comme un fou par les gens. Mais maintenant, j'accepte parce que je ne dirais pas que c'est le cas, mais c'est en partie vrai. Voilà, parce que quand je délire, quand j'arrête de prendre mes médicaments, eh bien, je retourne automatiquement sur les réseaux sociaux pour déverser ma haine et tout. Et voilà, je pense que après 3 fois d'affilée où j'ai où j'ai mis des publications violentes sur Facebook concernant ma famille, mes amis, tout le monde et tout, je pense que les gens doivent avoir l'habitude et ils savent que je suis malade et je l'accepte. Voilà. Maintenant, j'ai envie de profiter de la vie, de me remettre à travailler, de faire ce que j'ai toujours fait auparavant, être vidéaste. Et puis, voilà,
C'est tout.